Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de fin d'année de rencontres. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir 4 confrères de notre chaîne. Ils sont passionnés par leur métier et aujourd'hui, nous leur donnons la parole pour qu'ils puissent partager avec nous leurs expériences. Clémence Azuelos, bonjour. Bonjour. Et tu es présentatrice et tu as couvert plusieurs événements majeurs cette année et notamment réalisé de nombreux duplex. Et Yves Mouillet, tu es l'un des animateurs clés de la chaîne et tu as réalisé de nombreuses présentations pour des événements importants. Liu Yuting, tu es journaliste et tu as arpenté la Chine pour nous ramener des reportages au style très dynamique. Nicolas Hurosa, tu es passionné par l'histoire et la culture chinoise et tu aimes bien mettre la main à la pâte lors de tes reportages. Et nous allons voir ce que vous avez fait pendant l'année 2017. Et nous sommes très heureux aussi aujourd'hui d'être accompagnés par une audience francophone qui va interagir avec nos invités à la fin de l'émission. Bienvenue à tous. Et maintenant, nous allons entrer dans notre premier sujet, l'initiative Ceinture et Route. Bien sûr, c'est une initiative très importante qui marque l'année 2017. Et vous avez tous les 4 réalisé de reportages sur ce sujet. Et nous allons commencer par le reportage de Clémence. Notre journaliste Clémence Azuelos est au Centre national de conférences de Chine, également le centre des médias pour ce forum. Retrouvons-la tout de suite. Bonjour Clémence. Bonjour Tchedan. Je sais que vous avez suivi de près les réunions. Dites-nous, qu'est-ce qui ressort de la table ronde de ce matin? La table ronde de ce matin n'est pas encore finie et elle se tient à huis clos, donc on ne peut pas encore savoir ce qui s'est dit précisément. Toutefois, le début a été diffusé et il s'agissait donc du discours d'introduction du président chinois Xi Jinping. Il a dit pas mal de choses. Il a notamment rappelé le fait que l'initiative de la ceinture et de la route est ancrée dans l'histoire, mais résolument orientée vers le futur. Il a ensuite précisé que ce futur était un futur partagé. Il a bien insisté sur la notion de communauté de destin entre tous les pays participants. Il a également parlé beaucoup d'échanges de peuple à peuple, en mettant donc l'humain et la connectivité au cœur de ce projet donc, de connectivité transcontinentale. Ce qu'il a précisé d'autre, c'est qu'il proposait de se débarrasser à présent des obstacles qui freinaient les échanges entre les pays participants. Et ensuite, il en est venu à une comparaison assez intéressante relative au lieu où se tient actuellement la table ronde. Donc la table ronde se tient actuellement au lac Yanqi, qui en chinois signifie lieu de repos pour les oies sauvages. Et la raison de ce nom, c'est que ce lac est un lieu, une destination de migration pour des oies sauvages qui s'y rendent tous les printemps et tous les automnes. Et il a ensuite comparé au final les pays participants à l'initiative à ces oies sauvages pour qui le plus important, c'est bien d'être ensemble car elles volent en formation et d'aller dans la même direction. C'est le seul moyen pour elles d'atteindre leur destination. Ah oui, Jordan. J'avoue que je ne sais pas si vous avez constaté ou l'impression que c'est l'un des plus beaux sourires que j'ai jamais vu pendant un duplex. Et tu étais contente de l'expérience? Oui, alors je dirais que c'est un mélange. Clairement, j'ai beaucoup aimé l'expérience. C'était mon premier grand forum, donc c'était très intéressant. Ouais, à l'époque, je souriais beaucoup plus à la caméra que maintenant. Maintenant, je contiens plus cette joie de raconter des choses. Mais c'était le thème. En fait, ce sommet, par rapport aux autres auxquels j'ai assisté, finalement, c'était beaucoup moins officiel, beaucoup moins sérieux. Enfin, pas moins sérieux, mais moins lourd, voilà, que les autres sommets. En fait, l'initiative Ceinture et Route, ça a ce côté où très bon enfant, où tout le monde est invité à participer à une initiative de partage mondial. Bon, le ton est très léger, sympathique. Du coup, ça se ressentait aussi sur place. Je suis assez impressionnée par la comparaison que tu as retient de les oies sauvages.
C'était assez intéressant. En fait, c'est pas de moi, hein, c'est de Xi Oui. Jinping, ça. Et tu as l'occasion de l'écouter de près. Oui, ben, en fait, dans ce centre de conférence, ils ont un écran qui fait la même taille que celui-ci à peu près et qui rediffuse en direct tous les discours qui avaient lieu à l'intérieur. Donc, oui, pour que les médias, et dans toutes les langues aussi. Et comment vous avez senti l'ambiance? Apparemment, on voit derrière toi, il y a beaucoup de journalistes étrangers. Donc, comment était l'ambiance? L'ambiance était très sympa, très professionnelle. Comme je disais, c'était un de mes premiers, sommets et il y avait beaucoup de chaînes étrangères. C'était vraiment sympa. L'occasion de rencontrer beaucoup de confrères. Ouais. Oui, mais comment sentez-vous leur état d'esprit? Parce qu'avant le sommet, quand même, on a vu, il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce que le forum a pu dissiper certaines de ces interrogations? Bah, je pense que ça a donné de nouveaux grandes lignes directrices. Déjà, le fait de budgéter l'initiative, d'expliquer des fonds clairs, de donner des axes de développement de la coopération et puis de nommer certains projets. La mise en place de banques, d'institutions financières, tout ça, je pense que si, ça a quand même clarifié les choses, oui. Alors, on va s'enchaîner avec ce que fait Yves l'année dernière, parce que tu es allé à Shanghai pour cet événement. Allons voir tout de suite. La route de la soie 2.0 est un documentaire de 52 minutes coproduit par CGTN français et RTS. Une équipe de tournage conjointe a suivi plusieurs trains sur la ligne Yiwu-Madrid, un périple de 21 jours et de 13 052 km via Alan Shako dans la province autonome ouïghour du Xinjiang en Chine, le Kazakhstan, la Russie et l'Allemagne. L'équipe a également assisté aux 3 transferts d'une même cargaison le long de la nouvelle route économique de la soie. Le documentaire raconte l'histoire de la plus longue ligne de fret ferroviaire au monde et présente les paysages et cultures de 8 pays eurasiatiques le long de la route de la soie du XXIe siècle. Les relations entre la Chine et l'Europe sont à présent dans leur meilleure période, ouvrant la voie à des opportunités historiques sans précédent. Nadja Zic, European Commissioner for Education, Culture and Sport. Chantal Bernheim, directrice des relations extérieures de RTS, a hautement apprécié ce documentaire réalisé en collaboration avec CGTN français. Quand on voit la qualité du travail des équipes à la fois chinoises et suisses qui ont travaillé sur ce projet, je pense que ça peut donner un très bon reportage et que ça peut surtout donner une idée extrêmement intéressante de ce que peuvent être les relations, de ce que peut être le développement des relations entre la Chine et l'Europe au travers de l'initiative de la Belt and Road Initiative. Comment as-tu vécu l'expérience? En fait, tu as dû utiliser l'anglais et le chinois, mais pas le français. Donc, comment c'était passé? Alors, je n'en étais pas à mon coup d'essai, mais c'est vrai que c'était une expérience assez unique, parce que quand on se trouve face à Madame la vice-première ministre Liu Yentong, c'est toujours extrêmement stressant, évidemment, parce que dans ces cas-là, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il faut être extrêmement vigilant, bien peser ses mots, être actif, être vigilant, et puis aller de l'avant. Donc, à ce moment-là, moi, je me suis dit, bon, on va lancer la machine. Et j'ai utilisé un vieux secret qu'un célèbre présentateur, Philippe Risoli, annonçait avant chaque émission. Ah oui, un petit verre de vin rouge avant de présenter. Et tout se passe très bien. C'est la décontraction assurée. Et à puis, la française. À la française. Et donc, du coup, ça s'est très bien passé. Comment avez-vous apprécié? Parce que c'est quand même avec un thème assez sérieux, mais aussi très épanouissant s'agissant de la coopération entre une chaîne chinoise et une chaîne étrangère, et sur le thème, surtout de le train Euro-Asie. Donc, est-ce que tu as, ça t'inspire en quelque sorte, parce que tu as aussi fait beaucoup d'émissions, des émissions en direct qu'on n'a pas pu retrouver, dommage, sur l'initiative Ceinture et Route. Disons que ce qui est encourageant pour moi, c'est de voir le développement des liens interculturels entre l'Europe et la Chine. Je trouve que ça va vraiment de plus en plus de l'avant. Depuis que cette initiative a été lancée, et d'ailleurs depuis une dizaine d'années, depuis que la Chine commence vraiment à prendre de plus en plus d'ascendant à l'échelle du monde, par exemple, en France, on sent que la deuxième langue enseignée dans les établissements secondaires, c'est véritablement le chinois. Donc pour moi, ça c'est vraiment une profonde avancée pour la culture chinoise.
Et puis, plus précisément pour ce travail-là, en général, jusqu'à présent, les équipes européennes et chinoises n'avaient pas eu beaucoup d'initiatives en termes de collaboration. Et là, véritablement, on sent que la voie est lancée, la voie est ouverte. Et pour moi, on n'en est véritablement qu'au début. Et Yuqing, quelle est ton réflexion en tant que journaliste chinois? Oui, en fait, j'ai un ami en France, à Toulouse. Il est luthier. Chaque année, il fait des affaires avec la Chine régulièrement. Donc, pour lui, ce train Chine-Europe, c'est très utile pour ses affaires parce que une fois qu'il fait ses commandes en Chine pour transporter les violons ou violoncelles de Chine en Europe, soit il choisit le bateau, soit c'est l'avion. Mais avec ce train, ça peut réduire bien évidemment le frais de transport et raccourcir un peu la durée de transportation. Donc je pense pour certains PME comme lui, ce serait peut-être une très bonne réflexion ou un très bon choix pour accélérer, pour se développer dans leurs affaires. Donc, alors c'est vrai c'est-à-dire qu'on a maintenant des résultats concrets de cette initiative. Et en fait, vous êtes tous allés un peu sur le terrain pour voir ce qui se passe ailleurs dans toute la Chine et un peu dans le monde entier aussi. Donc nous allons voir des reportages sur les coopérations concrètes dans cette initiative. Alors on va commencer par un reportage de Clémence à Xiamen. La ville de Xiamen, sur la route de la soie maritime du XXIe siècle, a considérablement changé au cours de ces dernières années. Cet ancien village de pêcheurs a aujourd'hui tout d'un port industriel moderne, mais n'a rien perdu de son amour pour les bons fruits de mer qui font sa renommée auprès des touristes. Nous nous trouvons actuellement au cœur du 8e marché aux fruits de mer de la ville. C'est le plus grand et le plus populaire. Alors pour vous donner une idée, sachez qu'on peut trouver ici plus d'une centaine d'espèces de poissons, crustacés, mollusques comestibles, crabes géants, crabes poilus, petits requins, tortues, tout y est. Donc cette diversité, elle fruit d'une pêche qui est certes intense, mais qui se veut de plus en plus respectueuse de l'environnement. Donc aujourd'hui, on va aller voir ça de plus près. En réalité, les fruits de mer que l'on retrouve sur les marchés locaux ne viennent qu'en partie de la pêche. Et comme elle est restreinte à proximité du littoral de Xiamen, elle est livrée par petits sampans depuis les chalutiers qui vont pêcher en eau profonde au large des côtes. Le reste provient de l'aquaculture. 厦门现在是把自己定义为一个旅游城市哈，所以说我们现在逐渐的就把水产养殖慢慢排除出去了。但我们经过过去几十年的积累，有非常好的水产养殖技术。东南亚国家像马来西亚呢，他们有很好的海岸线跟海水资源，但是他们又缺乏好的这个技术，所以我们可以把这个技术带给他们，提高当地的这个海水养殖的技术水平。等到一定程度的时候，甚至这些鱼还可以再销售回我们中国，因为我们现在中国已经是世界上第一大的海产品进口国了。 Le lancement de l'initiative Une ceinture, une route en 2013 a permis le renforcement des liens entre la Chine et d'autres pays membres de l'ASEAN afin de trouver des débouchés à ces nouvelles technologies. 1946年，厦门大学是创办了中国第一个这个海洋学系，这个是中国海洋高等教育的开端。在新的形势下，我们国家呢提出这“一带一路”是吧？这个建设这个海上。 21世纪海上丝绸之路，我们厦门大学的这个海洋学科，在这种背景下就走出国门，建设中国东盟海洋学院，是吧？为东盟国家培养海洋专才。 L'exploration maritime représente un intérêt commun à tous les pays de l'ASEAN, ce qui a récemment donné lieu à une circulation accrue des savoirs entre les pays membres.
Le bateau qui entre actuellement en port juste derrière moi est un grand symbole de la coopération maritime entre la Chine et les pays de l'ASEAN. Financé par l'Institut de biotechnologie marine de l'Université de Xiamen, il porte le nom du fondateur de l'Université de Xiamen ainsi que de nombreux espoirs scientifiques dans les laboratoires qu'il contient. Sorti tout droit de l'usine de fabrication de Guangzhou, il arrive actuellement en port à Xiamen avant de poursuivre sa route vers d'autres pays de l'ASEAN.我们现在是给它起了个名字叫海上厦大，或者也会叫它海上移动平台，它就是一个移动的实验室。首航是初步的协定是马来西亚，主要是我们那边有个东盟海洋学院，那我们是希望能够就是通过这样子的到访增进就是两国之间的友谊。习主席也提了要“一带一路”嘛，然后回来的时候也会有一些航次的观测，就正好一举两得。 Tu as beaucoup aimé la ville de Xiamen alors? Oui, c'était super. C'était ma première fois à Xiamen et c'était vraiment, vraiment super comme ville. Je dois dire que, par exemple, en termes de culture culinaire, par rapport à Pékin, j'aime beaucoup Xiamen. Les fruits de mer partout, ils font des espèces de homards fourrés où en fait, ils les ouvrent, ils mettent plein de trucs dedans et ensuite ils les font au barbecue, c'est génial. Et sinon... Quelles sont les particularités de la ville? Il y a plein de petits villages de pêcheurs qui ont été reconvertis en villages de tourisme qui sont adorables. Et, un truc génial que j'ai fait à Xiamen, on peut... Enfin, c'était... à part le travail. Bien sûr, on fait quelque chose. C'est ça. C'était... dans ces villages, ils avaient des espèces de loteries aux huîtres. Oui, c'est ça, aux huîtres de perles. Et en fait, on peut acheter une huître pour 30 kwai. Et au hasard, on n'a pas le droit de la choisir. On la prend dans l'aquarium et ensuite, ils l'ouvrent devant toi. Et tu as une trentaine de perles dedans, ou alors tu en as une seule, ou alors tu en as 5. Et en fait, tout le monde tente sa chance. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu une huître de perles roses avec vraiment plein de perles. J'en ai offert à toute ma famille. Et du coup, après le forum, et maintenant tu es à Xiamen, et donc... est-ce qu'il y a une concrétisation, je ne sais pas, de tes idées ou avant Xiamen, qu'est-ce que tu avais en tête et puis sur place, qu'est-ce que tu as senti? En fait, déjà j'avais en tête quelque chose de beaucoup plus petit, mais c'est toujours la même chose. En Chine, on te dit, tu vas dans une petite ville, dès que tu arrives, c'est la plus grande ville de France. Donc, non, et Xiamen c'est pareil, donc je pensais que c'était un village de pêcheurs, donc je partais de très loin. Et ensuite, effectivement c'est une ville qui est extrêmement dynamique. Ce que j'ai découvert sur place, je savais qu'on allait... voir le centre de formation Idailu, enfin une ceinture, une route sur place. Je savais qu'on allait voir les bateaux de coopération, etc. Mais je ne pensais pas que ça aurait cette ampleur. Quand on a vu ce bateau-là arriver, on était vraiment tous impressionnés. Enfin, en fait, on a erré dans le port pendant un certain temps et on regardait tous les petits cargos pour savoir où est-ce qu'on était censé tourner. Et en fait, ils ont dit non, il n'est pas encore arrivé. Et là, on a entendu cette énorme sirène et c'était ce bateau-là qui arrivait et c'était vraiment... oui, ça avait un autre niveau, disons. Même si tu étais un peu malade, donc oui. Ça t'a pas empêché de faire un stand-up assez enthousiaste? Oui, je savais pas que ça s'était su, ça, complètement. Je suis allée à l'hôpital à Xiamen aussi, super service de santé. On n'a pas fait la queue, non, et c'était l'hôpital de... Oui. Sur le système de santé chinois, voilà. Tout à fait. À Xiamen, c'est bien. Mais c'était parce que c'était l'hôpital de l'université et ils avaient un service international, ils ont été super sympas. Et d'ailleurs, l'université de Xiamen est vraiment une université où il y a une plage quand même sur le campus. Un endroit qui... C'est une petite cité, quoi. Ouais, mais il paraît que c'est une des villes les plus agréables de Chine. Hein, donc, Tu as été à Xiamen? Jamais, non. Je suis allé dans le Fujian, mais jamais à Xiamen. Ah oui. J'aimerais bien. Peut-être c'est ton destination. Mon prochain reportage, il est à Xiamen. Xiamen, c'est très prisé, apparemment, après cette démission d'aujourd'hui. Je crois que Yves aussi aime beaucoup Xiamen. Ouais, apparemment. Oui, ce sera avec plaisir. On pourra faire un reportage ensemble. Ça, c'était dans le Fujian. Oui, on était avec Clémence, on était ensemble pour un autre sommet. Oui. Mais toi, tu travaillais pour les réseaux sociaux à ce moment-là. Oui. Et ils avaient fait le truc sur les... Comment ça s'appelle? Les Hokkien.
Oui, le toulouse, C'est ça que je voulais dire. Les pavillons en terre cuite. Donc, c'est aussi très, très intéressant. Je pense qu'on va parler un peu plus tard parce que sur le plan culturel, vous avez vraiment fait des choses très intéressantes. Il y a beaucoup de destinations à recommander un peu plus tard. Et nous allons enchaîner avec le reportage que fait Liu Yuting. Et c'est un peu particulier parce que Xiamen est une ville d'été, si on peut dire. Et puis, on va voir le reportage de Yuting qui va nous faire la différence. Changchun, également surnommée la ville du printemps dans le nord de la Chine, a dès le début de 2017 ouvert ses portes pour accueillir près de 1000 skieurs professionnels et amateurs venant d'une trentaine de pays. Ainsi commence le 15e Vassalopette de Chine, ce parcours de 50 km de ski de fond dans la neige. Les skieurs se préparent intensément dans le froid, à moins 15 degrés, en attendant le signal de départ. Pour les professionnels, c'est leur première compétition pour ce ski classique 2017. Et pour la première fois, la compétition a été diffusée en direct dans une vingtaine de pays. Vassalopette fait son entrée en Chine grâce à un Suédois, Gavert Wag, dont le prénom chinois signifie un ami qui vient de loin. So, to Changchun was the first time 2001. Nature was so perfect for our event. En souvenir de leur héros national, Gustav Vasa, les Suédois ont créé le Vassalopette, qui se tient annuellement sur un circuit de 90 km. En 2003, Gavert Wag a mené cet événement traditionnel suédois en Chine. Ainsi, le premier Vassalopette Chine a eu lieu au parc forestier national Tinghuetan de Changchun. It was some ski resorts for downhill skiing, but cross-country skiing was not so popular. The most important also was that we find excellent government people who support these ideas. Après 15 ans de travail dévoué, les Chinois commencent à découvrir le ski de fond. Et le Vassalopette Chine de Changchun attire chaque année beaucoup de participants venant des 4 coins du monde. What you can see here is Vasa stone, and we have give transportation from Sweden. Here you can also follow all the winners from the start 2003. Le trajet de 50 km est un grand défi pour la technique et l'endurance des compétiteurs. Se dépasser soi-même et atteindre l'arrivée. Et les skieurs ne cessent de complimenter les organisateurs de l'événement. Changchun, c'est quelque chose de magnifique. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'Européens qui vont vouloir venir ici pour voir tout ça. En tant que pays hôte des Jeux Olympiques d'hiver 2022, la Chine commence à connaître un épanouissement avec le développement des sports d'hiver. Et Gavert Wag y voit davantage d'opportunités et d'épreuves. The winter sports, cross-country skiing especially, will be promoted from the highest level in China. I'm happy, I'm proud to be one of the founders of the winter sports cross-country skiing here. 每一次我们搞这样比赛的时候呢，他都出现在现场，事无巨细的呢去现场看，比如说我们赛道板摆的整齐不整齐啊，然后出发的地点这个雪道压的平整不平整啊，等等的吧。高远先生呢，向我们传递的是一种工作认真的这种态度。À part le ski de fond, Gavert Wag s'engage à promouvoir d'autres sports de plein air, tels que le marathon, le VTT et le vélo sur roue. Il espère transmettre cet esprit positif par l'intermédiaire de sports à pratiquer toute l'année, qui sont aussi bons pour la santé. I see the big changing and the big possibilities. Your spirit, all the young people especially, like healthy lifestyle. And I'm lucky for that. It gives a strong future for China. Mais comment était l'ambiance à la ligne d'arrivée? Ah, là, oui, comme vous avez vu dans ce reportage, ce jour-là, il faisait très beau, mais très froid aussi. Il faisait moins 15 jusqu'à moins 20 degrés. Ouais, et là-bas, vous avez des skieurs professionnels
qui sont bien évidemment efforcés pour gagner un meilleur classement pour ces compétitions. Et aussi, vous avez des skieurs amateurs qui mènent leurs efforts aussi pour accomplir ce parcours, sachant que ce parcours compte 50 km pour le ski de fond. Donc oui, sur la ligne d'arrivée, on a eu pas mal de skieurs crevés, oui, à bout de souffle. Perdus en bord de route. Oui, même ceux qui ont attrapé une crampe. Oui, c'était. Et puis il y a. Il y avait combien en tout? Il y avait combien de skieurs qui sont partis? On comptait 1000, oui, plus de 1000 skieurs professionnels et amateurs. Et puis aussi, on avait pas mal de médias. Tout le monde avec son caméra, son micro attendait. Dans le froid. Dans le froid, oui. Et oui, une anecdote, parce que vous voyez là, il y a un skieur français. C'est avec une autre collègue journaliste, on attendait avec nos caméramans pour interviewer les skieurs qui venaient de descendre de la piste. Et on avait des skieurs russes, ukrainiens, japonais, mais à la limite de peut-être leur compétence de la langue anglaise, ils ne sont pas beaucoup exprimés. Donc on était un peu déçus de savoir peut-être on n'aura pas un bon interview de skieur. Et du coup, il y a ce jeune homme qui est descendu de la piste et on est allé lui demander d'où vous venez. Il dit « I'm French ». Et on a poussé un cri au fond de cœur, on est sauvés. Et puis on a bien sûr parlé français avec lui et il s'est beaucoup exprimé devant la caméra. Et il a dit que les Européens vont venir ici à Changchun. Oui, c'est ça. Et puis il a bien aimé la ville de Changchun. Donc finalement, on a eu un très bon interview de skieurs. Comment l'équipe a pensé à choisir ce sujet-là? Oui, je sais que quand on parle la ville de Changchun dans le nord-est de la Chine et puis la Suède, un Suédois, on a l'impression que ça n'a rien à voir avec l'initiative Ceinture Route parce que ni l'une ni l'autre se situe sur la ceinture et la route géographiquement. Mais je pense que depuis la première fois que cette initiative a été évoquée en 2013, jusqu'à aujourd'hui en 2017, 4 ans passés, je pense que cette initiative ne se limite plus dans sa contrée géographique. Ça devient une conception plus élargie de coopération et de l'ouverture de la Chine au reste du monde. Donc on a choisi ce sujet pour montrer que, par exemple, la ville de Changchun se situe dans le nord-est de la Chine. C'était l'ancienne base industrielle de la Chine. Comment les gens comment ils veulent montrer leur volonté de se changer de leur point de vue pour le développement, pour rattraper un peu le développement. Donc c'est ça ce qu'on veut montrer dans ce reportage. Et aussi une notion plus élargie pour une réadaptation de cette initiative Ceinture et Route. Avez-vous senti vraiment cette transformation qui se produit dans la vie quotidienne? Maintenant, le paiement avec chacun son portable, on n'a pas besoin de porter notre porte-monnaie. Donc on voit vraiment que la Chine maintenant fait preuve d'innovation et rattrape le marché. On peut vraiment laisser le vélo n'importe où et on le récupère avec une puce GPS qui est associée au téléphone, enfin sur le vélo et grâce au téléphone. Nicolas, avec l'expérience de calligraphie. La calligraphie, c'est vraiment autre chose, c'est plus de la peinture que de l'écriture. Quel était ton thé préféré là? Moi j'aime beaucoup le thé Guanyin. C'était d'ailleurs un thé que François Hollande a offert à Monsieur Xi Jinping. Toutes ces années d'expérience ici, quel était le reportage qui vous aviez le plus marqué? C'était sans doute un reportage que j'avais fait dans les hôpitaux chinois.